les Mythbusters vont s'éclater. Les gars, j'ai une expérience sympa à vous proposer. Je faisais une séance photo pour un magazine et ça m'a fait penser à ces vidéos qui passent sur Internet dans lesquelles on lâche des bonbons à la menthe dans des bouteilles de cola de 2 litres pour faire jaillir la mousse. Comme une explosion. J'en ai vu. Il y en a plein sur le net. Ça crée une sorte d'éruption qui jaillit de la bouteille, c'est ça? À chaque fois, que ce soit sur Internet ou à la télé, on nous balance un expert pour nous expliquer cette réaction. Mais bizarrement, leurs explications sont toutes différentes. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, on ne va pas vérifier si cela se produit ou non. Non, on sait que ça se produit. Mais on va vérifier si ces différentes explications sont correctes. Surtout laquelle est la bonne, si elle existe. C'est une expérience dingue que ces deux garçons ont perfectionnée. Avec 101 bouteilles de soda light au cola, 523 bonbons et une chorégraphie digne des spectacles de Las Vegas, ils ont fabriqué le nec plus ultra des fontaines effervescentes. Mais la polémique sur l'origine de cette réaction fait rage. Et lorsqu'il y a polémique, les Mythbusters ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur grain de sel. À nous d'inclure la science dans nos expériences. Pour savoir si c'est à cause du soda ou des bonbons? Exactement. Mais je dois d'abord en faire l'expérience moi-même. Je sais. Alors, c'est ce qu'il va faire. Une fois le mur gradué pour évaluer la hauteur de son premier jet, Adam est paré au lancement. A priori, il suffit juste de les lâcher dedans. Prêt? J'ai encore jamais fait ça. Waouh! C'est monté à près de 3 mètres. Dès que les 4 bonbons tombent dedans, c'est l'éruption. Génial. On va devoir refaire cette expérience plusieurs fois. Les Mythbusters s'amusent comme des fous, mais leur mission consiste à lever le voile sur ce qui se passe dans cette bouteille. Regarde-moi ça! Il est clair que cette fontaine effervescente a un lien avec le pétillement du soda. Pour en savoir davantage, il suffit de s'adresser à notre puits de connaissances maison. Le composant gazeux de ce soda est le dioxyde de carbone. On aimerait savoir quel rôle il joue dans cette réaction effervescente qui se produit quand on y lâche des bonbons. D'après moi, un des moyens de le découvrir est de retirer le gaz. Pour ça, il suffit d'agiter la bouteille jusqu'à ce que ce ballon soit gonflé. Ensuite, quand il n'y a plus de gaz, si on lâche un bonbon et qu'il n'y a pas de réaction, on saura que c'est à cause du gaz. Voyons ce que ça donne. Rien. Zéro. Pas de CO2, pas de mousse. Le gaz carbonique est le premier ingrédient crucial de la liste. Mais ce carnage aux bonbons ne se résume sûrement pas qu'à cela. Alors? On doit déterminer les ingrédients qui entraînent une réaction en plus du CO2. S'il y en a. S'il y en a. Voici une bouteille d'eau gazeuse qui ne contient que de l'eau et du CO2. Et voici le soda light qui est composé d'un tas d'autres ingrédients. Si le dioxyde de carbone est le seul facteur déclenchant, ces deux liquides devraient jaillir à la même hauteur. Oui. D'accord, on vérifie. Prêt, 2, 1. C'est flagrant. Plutôt. Il faut plus que la présence de CO2 et de bonbons. Le soda light a jailli 5 ou 6 fois plus haut que l'eau gazeuse. Le dioxyde de carbone n'est donc pas le seul élément déclencheur de cette fontaine effervescente. Tu sais quoi? On va se concentrer sur le soda. D'accord. D'ailleurs, on a une ou deux choses à expérimenter. D'abord, le soda light produit-il les meilleurs résultats? On ne l'a pas vérifié. On devrait tester autant de soda que possible pour en avoir le cœur net. Sinon, lequel des ingrédients du soda light lui donne cet avantage? Il est temps de passer les sodas en revue. Ce groupe de sodas va concourir pour ses premiers Jeux olympiques des fontaines de soda. Le premier concurrent est le soda sucré. 3, 2, 1... Avec 5 bonbons, le soda normal ne jaillit pas à plus de 50 cm. C'est léger en comparaison de son alter ego Light. Pas mal, 3 mètres.
3 mètres, joli. Autour de l'eau gazeuse, tu regardes? Je dirais 7,5 cm. En fait, il y a une dynamique fascinante qui m'échappe. À moi aussi. Essayons le Soda Light aromatisé au citron. Différentes boissons pétillantes jaillissent à différentes hauteurs. Avec une même quantité de gaz dans chaque bouteille, il en ressort que la rapidité de la réaction incombe aux ingrédients spécifiques au Cola Light. La question est donc de savoir quels sont ces ingrédients. Tori, Grant et Carrie vont user de leur expertise pour mettre à l'épreuve un autre mythe. On se trouve dans un hangar de la police d'Oakland avec derrière nous un hélicoptère et plein de timbres. Et tout ça pourquoi? On a trouvé ce mythe sur le site de notre fan club. Apparemment, un simple timbre-poste collé sur une pale de rotor d'un hélicoptère pourrait le déséquilibrer et le faire s'écraser. D'après les téléspectateurs, en collant un timbre-poste sur le rotor d'un hélicoptère, cela peut dérégler l'équilibre de ses pales et finir en carnage. Ça a l'air marrant. On a des timbres et un hélicoptère. On se lance. Pour des raisons de sécurité et d'assurance, je ne pense pas que la police nous laisse utiliser leur hélicoptère avant qu'on ne puisse leur prouver que leur engin ne craint rien. On devrait commencer avec des modèles réduits. C'est pas donné ces trucs. Non. Avant de mettre en jeu leur vie et l'hélicoptère, l'équipe va tester ce carnage postal à moindre coût. Je vais prendre celui-ci, celui-ci et celui-là. On en prend un de chaque. Et celui-ci. Ces hélicoptères télécommandés sont parfaits pour faire décoller ce mythe. En supposant que l'équipe apprenne à les faire voler. C'est dur à faire voler. On prévient nos clients qu'ils ont toutes les chances de s'écraser. Tu parles d'une chance. Super. Comme ils sont assurés de s'écraser, ils vont parfaire leur agilité sur ce modèle d'essai incassable. En regardant Paul, ça n'a pas l'air si difficile. Vous maniez bien cet engin. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Grant. L'hélicoptère vient de s'échouer. Avec 1 jour et demi d'entraînement, je devrais m'en sortir. Malgré ce problème de stabilisation du déplacement, notre équipe achète la version d'entraînement et une version télécommandée de l'hélicoptère de la police que Grant devra assembler. Cet hélicoptère de la police est la réplique exacte du vrai à l'échelle 1/7. Pour tester ce mythe sur modèle réduit, l'équipe doit également réduire le timbre à l'échelle 1/7. On va commencer par peser un timbre-poste sur une balance. Tout le mythe repose sur le fait qu'un léger surplus de poids puisse déséquilibrer un hélicoptère et le faire s'écraser. Notre premier saboteur. Un timbre de 45 cents. 0,15 grammes. Après la pesée, Carrie s'empresse de tout réduire. Voici à peu près 1/7 de ce timbre. C'est le timbre miniature que l'on collera sur notre petit hélicoptère. Il ne leur reste plus qu'à faire voler l'hélicoptère télécommandé. Il ne sera pas si facile. On m'a dit que c'était comme faire tourner une assiette au bout d'une baguette d'une main, tout en se frottant l'estomac avec l'autre. Pour maintenir ces engins en l'air, il faut un équilibre aussi précis. Mais avant de tester leur équilibre avec ce modèle réduit, ils vont s'entraîner sur le modèle d'essai. On ne peut pas vraiment dire qu'il est décollé. Mince. C'est plus dur que ça en a l'air. On va avoir du mal à mener nos expériences sur modèle réduit si on n'arrive pas à faire décoller cet hélicoptère. Oui. Tori n'ayant pas réussi à le faire décoller, Grant, le pro de la télécommande, reprend les rênes. Regarde sa position, t'as vu ça? Il n'augmentera pas non plus leur temps de vol. À l'aide! Vu que l'hélicoptère télécommandé n'arrête pas de s'écraser, ce mythe a du mal à prendre son envol. Nous voilà de nouveau face au phénomène du soda aux bonbons qui envahit la planète. Des boîtes de réception d'emails à travers le monde regorgent de ces fontaines de mousse.
Adam et Jamie ont pour mission de déterminer les réactions chimiques à l'origine de cette effervescence. Pas mal, 3 mètres. Le Cola Light est le roi des éruptions. Il ne reste plus à Adam qu'à trouver les ingrédients à l'origine de cette effervescence. J'ai de l'aspartame. Il a identifié les composants du cola, mais que va-t-il en faire? L'eau gazeuse est notre liquide témoin. Ça nous servira d'unité de mesure. Je vais ajouter ces ingrédients les uns après les autres dans des bouteilles différentes d'eau gazeuse. Et j'y lâcherai des bonbons pour voir si j'obtiens des réactions plus pétillantes qu'avec l'eau gazeuse seule. Si c'est le cas, je saurai quel produit chimique entraîne une réaction plus forte et on pourra dire que c'est l'élément déclencheur. Voilà le programme. On commence par le A, comme aspartame, le sucre artificiel des soda light. Adam prépare une solution à base de cet édulcorant, l'ajoute à l'eau gazeuse et se prépare à y lâcher un bonbon. C'est parti. Lors d'une expérience précédente, on a découvert que l'eau gazeuse au contact du bonbon avait jailli de 7,5 cm. Rajouter de l'aspartame fera-t-il une différence? L'édulcorant a provoqué un jet 20 fois plus important. C'est intéressant. La réaction est bien plus importante qu'avec de l'eau gazeuse seule. L'aspartame modifie l'eau. Qu'en est-il des autres ingrédients? Par exemple, les acides. Ni l'acide citrique, ni l'acide phosphorique n'entraînent de réaction chimique, ce qui n'a rien d'entraînant pour Adam. Aucune réaction. Autour des conservateurs, avec le benzoate de potassium. On observe une petite réaction. Voyons voir ce qui se passe quand on rajoute le bonbon. Le conservateur favorise la réaction. Réaction presque identique à celle avec l'aspartame. Et enfin, la caféine. Cette solution contient 2 cuillerées à soupe de caféine. De la caféine pure en poudre. Il y en a assez pour tuer un homme. Ça devient dangereux quand on augmente la concentration. On obtient une réaction équivalente. La caféine, le benzoate de potassium et l'aspartame produisent des réactions identiques. Adam et Jamie ont isolé les ingrédients actifs clés du Cola Light. Ils vont maintenant se pencher sur la valeur ajoutée par les bonbons. Grant, Carrie et Tori travaillent toujours sur leur calamité héliportée. Coller un timbre sur une pale de rotor calibrée avec précision peut-il entraîner un crash? L'équipe s'attaque d'abord à ce mythe de façon miniature, mais les choses se présentent mal. Imagine qu'il n'y a pas de sol. À l'approche de l'épreuve ultime sur le modèle de luxe de Grant, il leur faut un plan B. Ce modèle coûte cher. Et en général, tout le monde s'écrase lors du premier vol. Comme on aimerait récupérer assez de données, on va attacher solidement l'hélicoptère pour effectuer des tests. On a bien fixé l'hélicoptère sur cette table pour étudier la déviation des pales. On ne veut pas qu'il décolle et qu'il se déplace. On veut juste voir de quelle manière le timbre fera dévier les pales et l'effet que ça aura. Pour ce faire, ils ont placé une échelle graduée avec un repère derrière l'hélicoptère. Et ils utiliseront une caméra grande vitesse pour voir précisément le degré d'oscillation du rotor. Le papillon des gaz fonctionne. Prêt? Go! Là, ce sera notre test témoin. Juste les pales, sans poids additionnel. Grant met les gaz jusqu'au 5e niveau et se prépare à filmer avec la caméra grande vitesse. On est à pleine vitesse, paré à filmer. Il fallait s'y attendre. Sans surpoids, les pales sont parfaitement équilibrées. Elles tournent de façon parallèle au repère bleu sur le mur. On vient de finir le test témoin. On a bien vu que les pales sont équilibrées. Maintenant, on va y coller le timbre à l'échelle 1/7 pour voir ce qui se passe. Le timbre, tout comme l'hélicoptère, sont réduits à l'échelle 1/7. Ils pèsent 0,02 grammes. Ça m'a l'air bien. Le timbre n'a aucun effet. Non. La caméra ne dément pas. Les pales sont aussi équilibrées avec le timbre que sans. Quelle conclusion en tirer? D'après notre test en modèle réduit, avec un timbre réduit et ce qui se rapproche le plus d'un vrai hélicoptère en modèle réduit, ce mythe a l'air bidon.
Ce mythe semble peut-être bidon, mais l'équipe aimerait découvrir ce qui entraînerait la chute d'un hélicoptère. Alors elle va mettre le paquet en fixant le poids de 200 timbres. Je ne sais pas si c'est un effet de mon imagination, mais ça vacille. Oui, un peu. C'est dur à dire. Il ne part pas en vrille. Non, pas vraiment. Pas de crash. Il n'y a clairement aucun crash à l'horizon. La caméra grande vitesse montre bien que les timbres ne font pas basculer l'hélicoptère. C'est le mythe qui vacille. Adam et Jamie essaient de comprendre les règles théoriques qui régissent le chaos provoqué par la rencontre du Cola Light et des bonbons. Nos deux fins limiers ont découvert quels ingrédients dans le soda font jaillir cette fontaine de mousse. Mais quelle est la contribution des bonbons dans tout ça? Adam s'est renseigné sur leurs composants. Il a réduit le nombre d'ingrédients suspects potentiels à 2, la gomme arabique et la gélatine. Versons cette gomme arabique dans l'eau pour voir si le CO2 se consume plus rapidement. Eh bien oui. Regardez ça. On dirait bien une réaction. Sans attendre, le mélange des ingrédients fait jaillir les bulles. Mais ces bonbons à la menthe tiennent un rôle bien plus important. La théorie la plus répandue sur cette réaction entre ces bonbons et le soda s'appelle la nucléation. Cela signifie que l'enveloppe des bonbons est couverte de trous microscopiques et de surfaces invisibles à l'œil nu. Chaque trou, chaque petit recoin favorise un noyau de nucléation, un endroit depuis lequel se forme et s'échappe une bulle de dioxyde de carbone. Regardons un de ces bonbons de plus près. Sa surface ressemble à celle de la Lune. C'est peut-être la solution. Lorsqu'on en lâche un dans du cola, chaque petit cratère permet à une molécule de CO2 de se transformer en gaz. Comme ces bonbons sont piqués de milliers de trous, en théorie, des millions de bulles de CO2 se forment en un minimum de temps. Et étant donné qu'il coule, cette libération rapide du gaz intervient au fond de la bouteille, ce qui déclenche cette fontaine fabuleuse. Pour vérifier cette théorie de la nucléation, il faut un test témoin. Un bonbon lâché dans de l'eau gazeuse. Comme prévu, les bulles se mettent à pétiller. Maintenant, histoire de comparer... Ces deux bonbons sont fabriqués par le même fabricant, et pour autant que je sache, selon le même procédé. Mais la version colorée comporte une couche de glaçage. C'est une couche de cire étanche qui empêche le processus de nucléation si rapidement provoqué avec l'autre sorte de bonbon. La surface la plus brillante réduit le nombre de noyaux de nucléation, ce qui ralentit l'imminence de l'éruption. Ça déborde à peine plus que des bords en plastique de la bouteille. Effectivement, les bonbons lisses n'entraînent aucune effervescence, ce qui prouve l'importance de la nucléation sur la liste des ingrédients nécessaires. Maintenant qu'ils ont énuméré tous les éléments déclencheurs, les Mythbusters peuvent enfin clamer qu'ils ont résolu l'affaire des geysers de cola aux bonbons. Alors, vous avez la solution? Qu'est-ce qui provoque cette réaction? On a trouvé. On a aussi prouvé que toutes les explications fournies par les médias sont bidons. Aucune d'entre elles n'explique entièrement ce qui se passe dans le soda. Elles détenaient toute une pièce du puzzle. En fait, c'est un mélange de toutes ces explications. Le premier élément à l'origine de cette réaction est la nucléation. Les bonbons favorisent la formation de bulles dans le cola. Leurs composants s'associent parfaitement aux ingrédients qui composent le soda, provoquant ainsi cette réaction en chaîne. Le soda cherche à expulser tout son CO2 de façon instantanée. C'est ce qui crée cette éruption. Mais ils n'ont pas fini de s'amuser. Afin de tester l'énergie d'une telle réaction, Jamie et Adam fabriquent une fusée propulsée au soda. Un départ réussi. Bien dit. Les pales du rotor d'un hélicoptère, y compris sur un modèle réduit, sont si bien équilibrées qu'a priori, le poids d'un simple timbre serait susceptible de les rendre atrocement instables. Tory Grant et Carrie ont fait des essais sur modèle réduit. Et avec cet hélicoptère, le mythe est bidon. Ils veulent maintenant découvrir ce qui pourrait les rendre vraiment instables. Si on le détruisait, C'est pour ça qu'il ne faut rien nous donner de valeur. Assurément, le poids de 8000 timbres devrait suffire à faire s'écraser cet hélicoptère. Les types qui nous ont vendu cet hélicoptère vont regarder l'émission et...
Une fois le rotor en route, il semble que ce surpoids va enfin leur fournir le carnage héliporté qu'ils espéraient. Là, ça se voit. C'est parti, les gaz sont à fond. Enfin! Enfin, voilà ce qu'on attendait. Il aura fallu 7999 timbres de plus que dans le mythe, mais au moins ils ont obtenu le carnage qu'ils espéraient. Cependant, ils n'en ont pas fini avec ce mythe. Maintenant que ce modèle réduit a été anéanti, il est temps pour eux de retourner au hangar afin de tester ce mythe sur un vrai hélicoptère. Rick, tu connais le mythe selon lequel un timbre-poste suffirait à déséquilibrer un hélicoptère et à le faire s'écraser? Non, pas du tout. Je sais que les pales sont très sensibles à ce qui se trouve sur les rotors, que ce soit des ballons, de la poussière ou de la peinture. Ça peut jouer sur les caractéristiques de vol de l'appareil. Si une simple poussière peut déséquilibrer un hélicoptère, un timbre-poste devrait bien avoir un certain effet. Pour le vérifier, cet ingénieur de vol, Chad, a placé une série de détecteurs pour déceler le moindre déséquilibre des pales. Que disent les détecteurs? Celui-ci est un vélocimètre. Il est placé sur le côté afin de mesurer les vibrations latérales. Si la masse du rotor principal fait ça, le détecteur captera les vibrations latérales. S'il y a un déséquilibre des pales. Exact. Pour lancer leur test grandeur nature, l'équipe effectue un test témoin sans timbre. Rick fait décoller l'hélicoptère et effectue des mouvements de giration. Pendant ce temps, l'ordinateur de Chad analyse l'équilibre des pales sans le timbre-poste. Une fois le calibrage de l'hélicoptère effectué, c'est l'heure de vérité. C'est le test ultime. Utiliser un vrai hélicoptère, on ne peut pas faire mieux. On va coller un timbre-poste sur une pale du rotor pour voir si cela suffit à le déséquilibrer et à pousser l'appareil à s'écraser. Un timbre à 45 cents contre un engin à 1 300 000 $. Ce combat de David contre Goliath pourrait laisser aux Mythbusters une lourde ardoise de réparation. J'essaie un de ceux-là. Adam et Jamie ont concocté une potion à base de Cola Light et de bonbons magiques. Ils ont pris soin de déterminer pourquoi la combinaison de ces deux produits est si explosive. Maintenant, ils souhaitent placer la barre un peu plus haut. Vu les résultats qu'on a déjà obtenus, on pourrait extrapoler et essayer de fabriquer une fusée propulsée par cette réaction. Les fusées, c'est amusant. Allons-y. Leur défi, transformer une éruption ascendante en une poussée ascensionnelle. Et avec comme outil du Cola Light, des bonbons et quelques pièces de plomberie, ils ne sont pas en reste. On a conçu cette fusée afin qu'elle tire le meilleur parti de cette réaction effervescente, de cette énergie dégagée par les bouteilles vers le bas. Pour cela, on utilisera un dispositif simple et léger. Trop facile. Comme nous le montre Jamie, ces tubes redirigent l'éruption de cola des 4 bouteilles vers le bas dans un tuyau central. Et tout ressort par ici. De façon très ingénieuse, une série d'aimants maintient les bonbons dans les tubes le temps que Adam et Jamie soient parés au lancement. Avant même d'avoir pu dire chaud devant, le compte à rebours est enclenché à 5 secondes. Un lancement réussi. Bien dit. 3, 2, 1... Houston, on a un problème. Ça ne suffit pas pour faire une fusée. Malheureusement, il y a quelques fuites et la réaction effervescente ne fournit pas assez de poussée pour soulever le poids des 4 bouteilles et des tuyaux. Retour à la case départ. Jamie façonne une tuyère pour une fusée plus simple à une seule bouteille et il est paré pour un autre test. Essayons comme ça. C'est parti. 3, 2, 1. Lancement raté, une fois de plus. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais les Mythbusters ne vont pas abandonner sans se battre jusqu'au bout. Prêt? Attention. 3, 2, 1...
Un décollage supplémentaire qui tombe à l'eau. Adam et Jamie vont-ils s'avouer vaincus par la fusée propulsée au cola? Le désespoir s'installe. Ils n'ont pas réussi à surmonter le manque de poussée produit par la réaction effervescente afin de propulser la bouteille et son contenu. Et Adam n'est pas très bon perdant. Il est temps de changer de méthode avant de perdre de vue l'objectif. La fusée est un échec. Visons plutôt la hauteur. La prochaine étape de cette aventure de réaction effervescente est un concours de hauteur. Je déteste les concours. Seulement quand tu perds. Adam concourt en premier. Il espère qu'une tuyère accentuera la pression du jet. En quelques minutes, avec un bon tour et un peu d'aluminium, j'ai fait ce que n'importe quel garçon pourrait faire. Comment vais-je pouvoir l'appeler? Une épée plasma? Sauf que le rayon ne sera pas en plasma pur, mais en soda. Il ne s'agit pas de Yoda, mais de soda. À l'extérieur, Adam est paré à utiliser la force de la réaction du soda pour battre le record de 5,50 mètres. 3, 2, 1... 7 mètres, c'est un départ explosif. Jamie se prépare à contre-cœur. Ils me poussent à concourir, alors que j'aime pas ça. Comme Adam, Jamie utilise simplement une tuyère pour donner davantage de poussée à son jet. Le seul problème avec ce truc, c'est que je dois l'introduire très rapidement. Sinon, je vais me faire arroser comme tous ceux qui sont à côté. Le hic, c'est qu'il me faudrait 3 mains pour faire fonctionner ce truc. Un coup pour rien. Le tube ne les a pas chargés d'un coup. L'homme au béret ne part pas du bon pied. Mais après avoir rechargé, le moustachu reprend le dessus. Et voilà. C'est monté jusqu'à combien? 7 mètres. C'est un résultat honorable. Mais le sens de la compétition est monté à la tête de Jamie. Il suffit d'une bouchée de bonbons et de cola pour mettre en marche la fontaine de Jamie. Mieux vaut ne pas faire de même à la maison. Je le refais. Les Mythbusters vont unir leurs forces pour viser le plus haut possible. Ils sont sur d'eux au point de surélever l'échelle graduée jusqu'à 9 mètres. Adam a proposé sa tuyère, tandis que Jamie s'est adonné à des jeux peu recommandables pour pimenter les choses. J'hésite à utiliser des bonbons. D'abord tout simplement parce qu'ils risqueraient de boucher la tuyère qu'on utilise. Pour enfoncer la tuyère, il faudrait réduire son diamètre, qui serait plus petit que celui des bonbons. Du coup, je me suis dit que je pourrais utiliser du sel. D'après mes notions de chimie, la réaction sera plus importante. La libération de CO2 sera plus rapide et plus forte avec du sel. Sans parler des noyaux de nucléation dont on parle tant. Les grains de sel en sont remplis. Je vais essayer avec le sel et on verra si ça fonctionne mieux qu'avec les bonbons. Alors testons le sel avec le Cola Light. Cette mixture battra-t-elle le record de 7 mètres? 3, 2, 1... Oh! Bon sang. En fait, j'aurais pu... Ça a explosé dans ma main. Je devrais pouvoir grappiller entre 30 et 60 cm. T'as atteint les 9 mètres. Je peux atteindre 10 mètres avec un nouvel essai. Un nouvel essai? Mais bien sûr. 2, 1... Mince! Ils testent diverses combinaisons de bonbons, de sel et d'autres agents de sapidité qu'ils ont découverts au cours de leurs recherches. Avant de trouver la meilleure combinaison pour la nucléation, le gros sel enrichi. Tout est prêt ici. Mince!
Ça a dépassé l'échelle de plus d'1,20 m. 10,40 m. C'est vraiment pas mal. Plus de 10 mètres, c'est le nouveau record à battre. Si on arrêtait, D'accord. on a battu des records de hauteur. Et rien qu'avec du sel. Grant, Carrie et Tori ont collé un timbre sur une pale de cet hélicoptère. Ils vont enfin découvrir si cela suffit à déséquilibrer le rotor de façon catastrophique. Quand on y pense, cet hélicoptère coûte 1 300 000 $ et ils acceptent qu'on fasse joujou avec. S'ils ne sont pas inquiets, c'est que ça devrait bien se passer. C'est pas encore fini. Ils n'ont pas encore décollé. C'est vrai. Tout repose sur Rick, le pilote. Aux commandes de cet hélicoptère à 1 300 000 $, un faux mouvement pourrait mettre les Mythbusters sur la paille. L'engin effectue un vol stationnaire sans problème. Ce mythe ne tient pas la route. Je crois que c'est bidon. L'hélicoptère a survécu sans une égratignure. Le timbre a-t-il fait une différence? Chad, que dit l'ordinateur? Lors du premier vol sans le timbre, Oui. d'après mes calculs, le déplacement du mouvement latéral d'un côté à l'autre était de 0,440 cm par seconde. C'est sans le timbre. Sans le timbre. Avec le timbre, le déplacement latéral était de 0,441 cm par seconde. Ça n'a varié que d'1 millième. C'est vraiment ridicule. Là, j'autoriserais cet hélicoptère à voler sans souci avec 0,441 cm seconde. Bien, merci. Le timbre n'a presque rien changé. Ce mythe devrait être renvoyé à l'envoyeur. Mais l'équipe veut essayer une dernière chose. Vous, les fans d'hélicoptères derrière votre télé, vous devez vous dire que depuis le début, nous nous sommes axés sur le rotor principal. Que se passerait-il avec le rotor arrière? Eh bien, nous allons faire le test sur le rotor anti-couple. Pimentons un peu l'expérience. Un timbre sur le rotor principal et un autre sur le rotor anti-couple. N'ayant pas effectué de test préalable, l'équipe joue le tout pour le tout. On est malade. On a un timbre sur le rotor principal et un autre sur le rotor arrière. Le hic, c'est que si on se trompe, on va passer une sale journée. L'équipe vient de mettre tous ses œufs dans le même panier pour prouver que ce mythe est bien bidon. Espérons que tout se passera bien. Ils ont décollé et jusqu'ici, tout va bien. Malgré les timbres sur le rotor principal et le rotor anti-couple, l'hélicoptère file aussi droit qu'une flèche. Carrie est nerveuse, mais cet oiseau ne va pas s'écraser. Il va atterrir par l'arrière. C'est comme ça qu'on doit se garer. Atterrissage réussi. L'équipe est revenue en un seul morceau. Il est temps de mettre cette parabole postale au placard. Rick, on a fait un tour avec ton hélicoptère. On a effectué des tests. Le timbre-poste sur une pale, qu'en penses-tu? Ça n'a rien changé. Je n'ai pas remarqué de différence notable. C'est bidon. Complètement bidon. Amis téléspectateurs, continuez de nous envoyer de telles histoires. On s'est bien amusés. Le mythe du timbre, bidon. Qu'est-ce que tu veux faire? On a encore plein d'expériences à tester avec le soda et les bonbons. Quand ça te prend, ça te lâche plus. On le trouve partout. On pourrait approfondir en quête du prochain exploit. Je reçois plein d'idées par mail tous les jours. Des choses qu'on peut faire à partir de produits domestiques. Moi aussi. Adam et Jamie veulent des explosions. Pour satisfaire leur ego, ils vont concocter une potion magique fait maison, comme seuls les Mythbusters savent le faire. Grâce à la science, dont ils n'ont pas peur de faire usage, ils vont suivre 3 règles simples. Ce doit être sans danger, seuls les produits ménagers sont autorisés, et bien sûr, ce doit être spectaculaire. Commençons par Adam, qui a l'intention d'établir un record mondial sur le net avec sa tour infernale d'eau savonneuse.
On va tester la théorie d'un de mes amis selon laquelle, si on libère du méthane dans de l'eau savonneuse, on obtient une colonne de bulles. Le méthane étant plus léger que l'air, il soulève la colonne tout en la maintenant droite. Lorsque cette colonne atteint une certaine hauteur, si on y met le feu, elle part en flammes. J'ai toujours voulu vérifier ça depuis qu'il me l'a raconté. Avec un tuyau d'arrosage relié à une bouteille de méthane et un seau rempli d'eau savonneuse, il ne tarde pas à obtenir une belle éruption de bulles. Je sculpte des bulles depuis plus de 20 ans. Elles sont idéales pour sculpter le monde réel de façon modulaire, car elles sont éphémères. Elles ne résistent pas longtemps. Elles nous rappellent que notre emprise sur la réalité est très fragile. C'est pourquoi je sculpte les bulles. Leur premier essai est un peu de guingois. Mais Adam est bien déterminé à nourrir le feu de sa pyromanie. C'est génial. C'est de l'eau et ça brûle. Mais c'est fini. Au deuxième essai, ça monte de façon continue. Les bulles se tiennent bien et le méthane plus léger que l'air tire la colonne inflammable vers le ciel. Au début, on a l'impression que ça marche, mais au final, ça défie un peu les lois de la physique. Ça devient de plus en plus fascinant et de plus en plus drôle au fil du temps. T'es prêt? Je voudrais pas le manquer. On se serait cru dans un film. On aurait dit le rugissement de la bête qui meurt à la fin du film. Rien n'a pris feu là-haut? C'était génial. En ce qui me concerne, ça vaut bien les bonbons et le soda. Cependant, même un enfant de 4 ans peut jouer sans danger avec des bonbons et du soda. Il ne craint rien à part se faire gronder par ses parents. Alors que là, ce n'est pas sans danger pour nos téléspectateurs. On l'a testé, mais ne le faites pas. Maintenant, c'est au tour de Jamie de se salir les mains. Tu fais quoi? Viens voir. Je fabrique une bombe fumigène. Sympa. J'ai trouvé une recette sur le net que j'ai hâte de tester. Ça fait des années que j'utilise des fumigènes que je dois acheter. Alors j'aimerais bien savoir de quoi ils sont faits. C'est juste du salpêtre et du sucre, c'est tout? On le prépare comme du caramel aux cacahuètes. Il suffit de réchauffer le sucre et le salpêtre jusqu'à ce qu'ils forment une pâte. On peut y planter des allumettes qui serviront de mèche lorsque le mélange aura refroidi. C'est une imitation du gâteau d'anniversaire que Jamie a eu pour ses 9 ans. C'est la bonne vieille recette de famille de gâteau fumigène. Dans sa famille, c'est comme un rite de passage à l'âge adulte. Pour prouver qu'il est un homme, Adam en prépare en plus grande quantité. Mais il va vite s'apercevoir que cuisiner avec des ingrédients inflammables peut mettre le feu à la cuisine. C'est ce qui peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça chez vous. Maintenant que Adam est interdit en cuisine, il suffit d'attendre que les gâteaux fumigènes de Jamie refroidissent. Et à ce moment-là, Adam nourrit l'espoir de satisfaire ses envies de vengeance. Vous vous souvenez tous de la fois où Carrie et Tori avaient eu la bonne idée de m'électrocuter avec leur pile de Bagdad. T'as vu Dieu? Eh bien, ma vengeance sera terrible. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Quel beau nuage de fumée, juste avec de la poudre. C'est quoi ça? Attends. C'est un palais de hockey? C'est un palais de hockey en feu? Il est coriace. Éteins-le, c'est génial. Noie-le. Tu parles d'une grande trouvaille et d'une revanche. Cette bombe fumigène s'est misérablement plantée sur toute la ligne.
Ça n'a rien de spectaculaire à regarder. Et ce n'est pas le genre de truc à effrayer Grant, Tori et Carrie. Sors de mon atelier. Allez, dehors. Le gâteau fumigène n'a fait que réchauffer l'atmosphère. D'accord. Les Mythbusters vont devoir passer à la vitesse supérieure. Adam et Jamie essaient de faire mieux que le phénomène dévastateur du Cola Light aux bonbons qui envahit Internet. Ils visent une bombe de chips à l'hydrogène. On fait 2 trous, un en dessous et un sur le couvercle. On injecte de l'hydrogène gazeux. Quand c'est bien fait et qu'on approche une flamme du couvercle, et au moment où la concentration idéale d'hydrogène et d'oxygène est atteinte, ça explose et la boîte s'envole sans abîmer son contenu de chips. Pendant qu'il s'installe, Adam récapitule le fonctionnement. On prend une boîte qu'on remplit d'hydrogène, un gaz plus léger que l'air comme l'hélium. Donc la boîte va vouloir s'envoler. On fait un petit trou pour que le gaz puisse s'échapper. Quand on approche une allumette de ce trou, l'hydrogène se mélange à l'oxygène extérieur et produit une petite flamme. L'hydrogène se consume hors de la boîte, ce qui fait que l'oxygène est aspiré dans la boîte par le dessous. Lorsque l'équilibre nécessaire entre le gaz et l'air est atteint dans la boîte, la flamme du dessus rentre à l'intérieur et, boum, la boîte s'éjecte sans les chips. Voyons ce que ça donne. Ouais, Oui, bien. c'était rapide. Tu n'as rien? Ça va. Je ne portais pas de protection. Tu m'as dit que je n'en avais pas besoin. C'est ce qu'on m'avait dit. Ça a été assez rapide et explosif pour donner la peur de sa vie à Jamie. Même si leurs tympans ont éclaté, ils ont hâte de recommencer. Cette fois-ci, munis de protection pour les oreilles et d'un système d'allumage à distance, une bougie sur un bâton. C'est allumé, non? T'as entendu? Je crois. Adam et Jamie n'en sont pas certains car l'hydrogène se consume en une flamme bien blanche, mais il brûle. Il aspire l'oxygène par le fond de la boîte et lorsque le mélange se fait, C'est vraiment génial. mais Adam n'est pas totalement satisfait. J'aimerais qu'on le refasse pour voir si les chips vont rester droites. Presque. C'est presque ça, mais ce n'est pas suffisant pour sabrer le champagne. Reste à savoir si cela rivalisera avec le phénomène du Cola Light aux bonbons. Qu'en est-il de l'aspect explosif comparé à celui du soda aux bonbons? D'un côté, ça surpasse tout. Mais de l'autre, c'est pas exactement ça. Tout le monde ne dispose pas d'hydrogène gazeux pur et ça ne se manipule pas sans danger. En même temps, avoir réussi à éjecter une boîte sans toucher aux chips qu'elle contenait, ça me ravit rien que d'y penser. C'est plutôt amusant, mais on n'a pas réussi à égaler le soda aux bonbons. C'est l'un des meilleurs gags que j'ai jamais vus. Non seulement c'est spectaculaire, mais c'est aussi sans danger et on peut se procurer les différents accessoires dans n'importe quel magasin. On a un peu triché. On n'a pas utilisé que des produits ménagers à proprement parler. Je suis sûr que le lendemain de la diffusion de cet épisode, nous allons recevoir des milliers de nouveaux projets à tester. Ça fera l'objet d'un nouvel épisode, mais on peut clore ce dossier et rentrer chez nous. D'accord. Le Cola Light aux bonbons règne toujours en maître incontesté. Pour une fois, ce sont les Mythbusters qui ont pris une volée.